Aujourd'hui, une petite mise au point sur le kératocone en 2019. Donc, comme vous le savez tous, la première indication avec toute chirurgie cornéoplastique reste la lentille rigide perméable au gaz. Et il faut toujours l'essayer avant toute indication de cornéoplastie. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, l'arsenal thérapeutique disponible est en perpétuelle évolution avec des nouveaux anneaux intracornéens aujourd'hui, comme les anneaux progressifs. Le crosslinking et la PKR a démontré une grande efficacité dans le traitement du kératocone, même assez évolué, sans oublier bien sûr les implants FAC sphériques et toriques dans les fortes amétropies associées à un kératocone. Donc aujourd'hui, on peut combiner tous ces traitements pour parler carrément d'une chirurgie réfractive du kératocone. Donc je vais commencer par, disons, mon dada, qui sont les anneaux intracornéens. Alors, les anneaux, on le sait tous, c'est un des piliers dans la gestion du kératocone. Où en sommes-nous en 2019 en matière d'efficacité, prédictibilité et aussi de nouveauté? On sait aujourd'hui que globalement et à tout stade de kératocone confondu, les anneaux donnent de bons résultats puisque en moyenne on a des diminutions de l'équivalence sphérique de l'ordre de 3 dioptries, du cylindre aussi et aussi de la kératométrie moyenne. Donc globalement avec les anneaux on a de bons résultats. Aujourd'hui, la problématique avec les anneaux intracornéens, c'est qu'on a vraiment une discordance entre les résultats réfractifs et les résultats visuels, donc fonctionnels, puisque avec les anneaux, on a des baisses parfois très importantes de la réfraction et des baisses très importantes des indices topographiques comme la Kmax par exemple, puisqu'on arrive à réduire l'équivalence sphérique de l'ordre de 15 dioptries parfois et la Kmax qui peut aller jusqu'à 12-13 dioptries en moyenne, contre des résultats visuels assez moyens et qui restent quand même faibles par rapport aux résultats réfractifs et topographiques, puisqu'on parle en moyenne d'un gain en acuité visuelle de l'ordre de 2 dixièmes. Donc si on réalise une analyse fine en fonction du stade du kératocone, on va s'apercevoir que dans les stades débutants, comme dans le kératocone 1 et 2, on va avoir une perte dans 40% des cas de moins d'une ligne d'acuité visuelle. Donc les anneaux ne donnent pas de bons résultats, voire ils peuvent donner des baisses de la vision dans le kératocone débutant. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, en étudiant les aberrations optiques pré- et post-anneaux intracornéens, qu'il y a très peu d'effets sur les aberrations, et on sait que les aberrations, c'est la vision. Donc, on a seulement une petite diminution, mais non significative, des aberrations de haut degré dans les stades avancés. Donc, les anneaux ne font pas baisser les aberrations, qui est la cause essentielle de baisse de l'acuité visuelle dans le kératocone. Donc, en fait, quelles sont les causes d'imprédictibilité avec les anneaux? C'est essentiellement, aujourd'hui, il faut le dire, c'est les nomogrammes qui ne prennent pas en compte deux éléments très importants qui sont la biomécanique de la cornée et surtout la forme exacte du kératocone, puisque les nomogrammes disponibles aujourd'hui tiennent en compte du sphère, de l'astigmatisme, et qui ne sont pas spécifiques du kératocone. Et aussi, il y a un élément très important, il y a peu d'études là-dessus, c'est les aberrations induites par les anneaux intracornéens, et on commence à en parler et on retrouve quelques phrases dans les publications récentes. Nous sommes en train de réaliser une étude en cours qui permet d'évaluer les aberrations pré- et post-anneaux intracornéens, et on s'est aperçu qu'il y a une augmentation significative des aberrations sphériques qui sont responsables de la perturbation et de la baisse de l'acuité visuelle post-anneaux intracornéens.
Là, je vous montre un exemple typique. Là, c'est une topographie post-traitement par anneau intracornéen. Là, vous avez la carte axiale et là, vous avez la persistance d'un bombement central, c'est-à-dire que les anneaux ont bien aplati la périphérie et il persiste un bombement central assez important. Si on passe en mode tangentiel qui montre la forme exacte de la topographie, c'est ce qu'on a dit dans le cours précédent. Donc la carte tangentielle, c'est exactement la même cornée, donc du même patient. Donc si on passe en mode tangentiel, vous voyez que dans les 3 mm centraux, vous avez une kératométrie qui passe de 30 dioptries à 55 dioptries. Donc, il y a une variation de 25 dioptries dans seulement 3 mm. Donc, ce patient peut voir exactement la même chose avec plus 6 et moins 10. Donc, il va avoir exactement la même vision. Et ça donne une aberration sphérique tellement importante que la vision va être très faible. Donc c'est ça le problème des anneaux intracornéens, c'est surtout l'aberration sphérique post-opératoire qu'il faut traiter et on va voir par quel moyen. Donc un petit mot sur les complications péropératoires des anneaux intracornéens sur une série de 500 IE. Donc c'est le décentrement, 0,8%, tunnel incomplet par lâchage de succion, 3%. Et là, ce n'est pas du tout un problème, il faut juste replacer l'anneau et refaire un autre tunnel dans le même temps opératoire. La perforation endothéliale, c'est pour cette raison qu'il faut bien suivre la découpe aux femtosecondes quand vous allez faire la découpe du tunnel dans le cadre d'anneau intracornéen. Et si vous voyez des bulles dans la chambre antérieure, il faut arrêter tout de suite. Donc il faut lever le pied de la pédale et il faut juste diminuer la profondeur de traitement de 50 microns à peu près et refaire un autre tunnel. Donc vous pouvez refaire le traitement tout de suite. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien suivre la caméra du femtoseconde. Perforation endothéliale, donc ça on l'a dit. Donc migration des anneaux, c'est à peu près 15 yeux, il faut juste replacer les anneaux. Abcès de cornée, 0,8%, endophtalmie, 0,2% et extrusion, 1,4%. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui pour améliorer le résultat des anneaux intracornéens? On vient de le dire, ça donne d'excellents résultats réfractifs et topographiques et des résultats visuels moyens. C'est le choix des cas, il faut bien choisir les cas. Les anneaux progressifs sont aujourd'hui d'un grand secours dans certains cas qu'on va montrer qui ne marchent pas avec les anneaux basiques standards et surtout la PKR topo-guidée qui a été aujourd'hui d'un grand service puisque cette PKR topo-guidée va traiter les aberrations post-anneaux intracornéens et elle va améliorer considérablement le résultat visuel. Donc, comment choisir les bons cas? On connaît tous les facteurs de bon pronostic, kératométrie, pachymétrie, acuité visuelle corrigée et surtout, c'est ce qu'on va voir par la suite, la morphologie de l'ectasie est très importante puisqu'on a des morphologies de bon pronostic et des morphologies de mauvais pronostic. Et il faut aujourd'hui éviter d'opérer les kératocones débutants par anneau intracornéen, surtout quand l'acuité visuelle est préopératoire et assez satisfaisante, donc supérieure, on a mis la barre à 6 dixièmes. Donc, quand on va poser un anneau chez un patient qui a 7 ou 8 dixièmes, on risque de baisser l'acuité visuelle corrigée post-opératoire. Donc, un petit rappel sur les mécanismes d'action des anneaux intracornéens. On sait que les anneaux, là vous avez les différents modèles d'aplatissement avec les anneaux disponibles sur le marché, les anneaux basiques.
Et là, vous pouvez voir, donc la partie bleue, c'est la partie correspondante à l'aplatissement. Là, vous pouvez voir que les anneaux permettent un aplatissement hémisphérique. C'est-à-dire, si vous placez un anneau sur une cornée, il va aplatir la moitié de la cornée avec un profil de profil sphérique à sphéro-cylindrique en fonction de la longueur de l'anneau. C'est-à-dire que si vous allez mettre un anneau de 160 degrés, il va faire un aplatissement hémisphérique, donc il va aplatir la moitié d'une sphère. Si vous allez mettre un anneau court, par exemple de 90 degrés ou de 120 degrés, il va créer un aplatissement d'un hémicylindre, donc de la moitié d'un astigmatisme. Donc ceci nous ramène à dire qu'il y a des morphologies de bon pronostic. Donc ce sont des morphologies qui s'adaptent bien à ces profils d'aplatissement qu'on a, que donnent les anneaux, comme les morphologies en sablier symétrique. Et dans ce cas, on va mettre 2 anneaux de chaque côté et ça va donner de bons résultats. Et aussi les morphologies asymétriques, comme les dégénérescences marginales pellucites, comme ces 2 cas. Et dans les dégénérescences marginales pellucites, on sait que l'axe de l'astigmatisme, donc l'axe cambré et l'axe de la coma sont parallèles. Donc l'anneau va traiter et l'astigmatisme et la coma en aplatissant d'un seul côté. Et dans ce cas, le pronostic est vraiment très favorable. Dans les dégénérescences marginales pellucites, quand ils ne sont pas très avancés, quand ils sont au-dessous de 55 dioptries, on a d'excellents résultats avec les anneaux intracornéens. Donc, quelles sont les morphologies de mauvais pronostic? C'est les morphologies, comme on vient de le dire, qui s'adaptent mal au profil d'aplatissement des anneaux disponibles. Et chaque fois qu'on a une différence entre l'axe cambré et l'axe de la coma supérieur à 30 degrés. Je m'explique. Là, vous avez un astigmatisme, un kératocone avec une forme en J. L'axe en rouge, c'est l'axe cambré. L'axe en blanc, c'est l'axe de la coma. En fait, est-ce que vous connaissez la coma? Qu'est-ce que ça veut dire une coma? Donc, c'est une aberration de quel type? En fait, la coma, c'est la ligne qui différencie entre la partie plate et la partie bombée. Donc, on appelle ça coma. Donc, dans cet exemple, là, vous avez l'axe cambré qui est en rouge et l'axe en blanc, c'est l'axe qui différencie entre la cornée bombée et la cornée plate. Donc, dans ce cas, si vous mettez l'anneau sur l'axe rouge, vous allez traiter l'astigmatisme et pas la coma. Et si vous mettez l'anneau sur l'axe blanc de la coma, donc vous allez aplatir la partie bombée. Donc vous allez traiter la coma, mais on va surcorriger l'astigmatisme. En fait, c'est les cas qui marchent moins avec les anneaux intracornéens et c'est aujourd'hui le problème avec les anneaux intracornéens. Donc là, vous avez un autre exemple, l'axe cambré, l'axe de la coma. Donc si on va mettre sur l'axe cambré, on va traiter l'astigmatisme et pas du tout l'aberration type coma et vice-versa. Donc les solutions aujourd'hui, c'est les anneaux progressifs, donc on va voir pourquoi, et la PKR topoguidée en complément de traitement si on a un relais cas d'aberration post-anneau intracornéen. Donc une vidéo pour illustrer ce que je viens de dire. Là, vous avez un astigmatisme en J. On a une différence de 6 dioptries entre la partie sup et inf. L'anneau va aplatir de la même manière en haut et en bas. Il va traiter l'astigmatisme, mais cette différence va persister, donc la coma persiste. Un sablier asymétrique avec 15 dioptries entre la partie sup et inf. Les anneaux vont aplatir en même temps en haut et en bas. Donc, il va traiter l'astigmatisme et pas la coma. Donc, la solution dans ces cas pour dealer avec ces formes un peu complexes, c'est les anneaux progressifs qui vont aplatir beaucoup plus dans la partie inférieure que dans la partie supérieure. Donc, ils vont traiter en même temps et l'astigmatisme et la coma.
Donc je vous montre un exemple un prototype d'anneau intracornéen que j'essaie de développer avec la société AGL qui est la société Ferrara. Là vous voyez que l'anneau est beaucoup plus fin dans la partie supérieure et beaucoup plus épais et large dans la partie inférieure. Là on le met facilement comme les anneaux standards. La même épaisseur, oui. Oui, c'est l'épaisseur de la partie inférieure, la plus large, la plus épaisse, oui. Donc vous voyez l'anneau qui est beaucoup plus épais et large dans sa partie inférieure. Donc là, je vous montre un exemple deux exemples qui sont à peu près similaires. Donc c'est un astigmatisme en J. Le premier a été traité avec un anneau standard et là vous voyez que l'astigmatisme a disparu mais la coma persiste. Donc dans ce cas vous voyez que l'anneau a aplati de la même manière dans la partie supéro-temporale que dans la partie inféro-nasale et nous on aurait souhaité qu'il aplatisse un peu plus dans la partie inférieure que dans la partie supérieure, pour mieux homogénéiser la cornée. Donc le deuxième cas va être traité par un anneau progressif qui va aplatir un peu plus dans la partie inférieure, donc il va mieux épouser la forme de ce kératocone, donc on va avoir un meilleur résultat réfractif et visuel. Donc là vous voyez la topographie post-opératoire. Et là, vous voyez qu'on a un meilleur résultat topographique, une topographie beaucoup plus homogène, donc compatible avec une meilleure acuité visuelle corrigée post-opératoire. Donc là, vous voyez en bas la carte différentielle des anneaux progressifs. Et là, vous voyez que dans la partie supérieure, on a un aplatissement de l'ordre de 3 dioptries 78 et 6 dioptries 53 dans la partie inférieure. Donc on a à peu près une progression de 3 dioptries. Il faut savoir aussi que la technique des anneaux, c'est une technique ajustable. Là, vous voyez devant vous un astigmatisme, un kératocone central qui a été traité avec des anneaux de 6 mm. Et on sait aujourd'hui que les anneaux de 6 mm n'aplatissent pas le centre. Donc là, vous voyez un résultat post-opératoire assez décevant. Donc dans ce cas, il ne faut pas baisser les bras. Il faut juste enlever l'anneau de 6 mm, refaire un autre tunnel 2 mois après et remettre un anneau de 5 mm. Et là, vous voyez qu'on peut améliorer considérablement le résultat avec les anneaux de 5 mm qui agissent beaucoup plus sur le centre. Donc, je vous présente aussi ce cas clinique d'une patiente âgée de 26 ans qui a un kératocone beaucoup plus important à l'œil gauche, qui a bénéficié de la mise en place d'anneaux intracornéens sur les 2 yeux. Donc, on a eu un résultat assez satisfaisant à droite, donc dans le bon œil, et un résultat réfractif et visuel moyen et incomplet à gauche, donc sur l'œil plus atteint. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de compléter à gauche par une PKR topo-guidée plus cross-linking dans le but d'améliorer le résultat visuel et réfractif post-opératoire. Donc la patiente revient nous voir 4 ans après, avec une nette amélioration sur l'œil gauche qui a bénéficié d'une PKR plus cross-linking. Et là, vous voyez qu'on est passé de 2 dixièmes à gauche à 8 dixièmes 4 ans après. Donc ça, c'est le mauvais œil. Il est remonté à 8 dixièmes avec un très bon résultat réfractif et visuel. Par contre, l'œil droit, qui est supposé être le bon œil, il est resté stable à 6 dixièmes. Donc, nous, on était vraiment très satisfaits, mais la patiente réclamait la même chose, c'est-à-dire le même traitement qui a été fait sur l'œil gauche, elle le demande à l'œil droit. Donc, on lui dit, mais madame, on a un très bon résultat à droite, on a 6 dixièmes, on a une bonne réfraction qui est de l'ordre de moins 0,75 dioptries, on ne peut pas
toucher cet œil et on ne peut pas faire une PKR topo-guidée plus cross-linking sur cet œil parce qu'on peut quand même avoir des complications, on peut avoir un haze et on peut voir votre acuité visuelle baisser. Elle insiste, donc elle nous a encouragé à faire une PKR topo-guidée sur l'œil droit dans le but d'améliorer plus la vision. En fait, pourquoi la patiente n'était pas satisfaite sur l'œil droit malgré un 6/10? Donc, elle avait des aberrations de haut degré assez élevées. C'est pour cette raison qu'il faut faire une étude abérométrique chaque fois que le résultat fonctionnel n'est pas bon en post-anneau intracornéen. Donc, c'est ce qui nous a encouragé devant l'insistance de la patiente à faire une PKR topo-guidée malgré ce bon résultat visuel et réfractif. Donc là, vous voyez un résultat vraiment spectaculaire. On est passé de 6/10 à 10/10 à 1 mois en post-opératoire avec une patiente très satisfaite et une réduction assez importante des aberrations cornéennes. Donc aujourd'hui, la PKR topo-guidée est d'un grand intérêt, surtout après anneau intracornéen, et elle a pour but, comme on l'a dit, surtout d'homogénéiser la cornée et de réduire les aberrations de haut degré dans le but d'améliorer la vision, bien sûr avec des précautions d'usage, comme on le sait, une ablation inférieure à 70 microns, bien que dans la littérature, on dit qu'il ne faut pas dépasser les 50, mais moi j'arrive à 70 sans problème, avec une paqui supérieure à 450, puisqu'on va faire une photoablation et on va associer un cross-linking. Donc, maintenant, y a-t-il un intérêt de la PKR topo-guidée et le cross-linking en première intention, surtout dans le kératocone débutant? Oui. Donc moi, je fais chaque fois que je suis devant un kératocone débutant, surtout de forme centrale, puisque la PKR marche mieux dans la forme centrale, avec une petite amétropie et une bonne pachymétrie, j'associe toujours une PKR topo-guidée avec le cross-linking dans le but de traiter l'amétropie associée. Donc, c'est le cas d'une patiente qui a 35 ans, qui consulte pour un LASIK. Donc, on se retrouve devant un kératocone débutant de forme centrale. Et ça, c'est les cas idéaux de traitement avec la PKR topo-guidée plus cross-linking, la forme centrale. Ça marche très bien avec la PKR. Là, c'est le profil d'aplatissement de traitement fourni avec le laser Schwind. Et là, un excellent résultat topographique 1 an après traitement. Pardon. Là, un autre exemple d'un kératocone débutant avec une petite amétropie, une bonne pachymétrie. Donc, pourquoi ne pas associer un traitement réfractif avec le cross-linking pour traiter l'amétropie et stabiliser le kératocone? Donc la topographie post-opératoire avec 10/10 d'acuité et un bon résultat réfractif post-opératoire. Donc PKR cross-linking simultané ou séquentiel, c'est-à-dire en un temps ou en 2 temps, puisque aujourd'hui plusieurs auteurs proposent de faire le cross-linking, ensuite la PKR dans un deuxième temps. Certains la proposent à 3 mois, d'autres à 6 mois et d'autres même à 1 an. Moi, dans ma pratique, je la fais en un temps, c'est-à-dire en simultané. C'est encore matière à débat. Il faut savoir que le traitement simultané induit moins de haze, puisqu'on va faire les 2 traitements en même temps. Si on les fait en séquentiel, c'est-à-dire on va agresser la cornée 2 fois, donc il y a un risque de haze assez important. Par contre, avec le traitement séquentiel, c'est-à-dire en 2 temps, c'est vrai qu'on va attendre la stabilité réfractive après cross-linking, mais au risque de perdre sur l'efficacité de ce cross-linking, puisqu'on va faire une ablation
d'une partie de la cornée cross-linkée. Parce que si vous faites un cross-linking, vous allez, le cross-linking, il va être sur les 200 à 300 microns antérieurs. Donc, si vous allez faire une PKR par la suite, vous allez photoablater cette partie de la cornée cross-linkée. Donc, c'est ça le problème. Donc, que dit la littérature? Kanellopoulos, en 2009, trouve des meilleurs résultats avec le traitement en un seul temps. Et une autre étude ne trouve aucune différence statistiquement significative entre le traitement simultané et séquentiel. Maintenant, PKR topo-guidé versus abéro-guidé. Aujourd'hui, il y a 4 lasers qui sont vraiment assez présents dans le marché. On a le Zeiss, l'Allegretto, le Schwind et le Vuzix. Donc, le Zeiss et l'Allegretto va utiliser la technologie de la topographie. Donc, il va utiliser la topographie pour homogénéiser la cornée. Donc, il va réaliser une PKR topo-guidée. Et le Schwind et le Vuzix va utiliser les aberrations cornéennes pour homogénéiser la topographie. Donc, il va faire un traitement abéro-guidé. Apparemment, d'après l'expérience de certains chirurgiens qui utilisent les deux machines, ils trouvent un meilleur résultat avec le laser qui utilise la technologie wavefront, c'est-à-dire abéro-guidé. Mais il n'y a pas eu d'études là-dessus, donc comparant la PKR topo-guidée et l'abéro-guidé. Donc un petit mot sur les implants FAC, que ce soit ICL ou l'artisan, ils sont réservés chaque fois qu'on a une forte amétropie en présence d'un kératocone. Et l'essentiel dans ce cas, c'est l'acuité visuelle corrigée. Et elle doit être strictement supérieure à 4/10 pour garantir un bon résultat fonctionnel post-opératoire. Là, je présente toujours ce cas clinique d'une patiente qui m'est vraiment restée dans la tête. C'est une patiente âgée de 26 ans qui présente un kératocone stade 4 et qui nous a été adressée pour greffe bilatérale. Donc, à la lampe à fente, opacité paracentrale assez importante. Et à notre bonne surprise, l'acuité visuelle corrigée de cette patiente est de 5/10 avec moins 15. Donc c'est pour cette raison qu'il faut toujours prendre l'acuité visuelle, même si on est devant un kératocone évolué, stade 4 et même stade 3 évolué. Donc parfois, on le met sur le réfractomètre, on retrouve une réfraction très élevée et on ne prend même pas la réfraction, donc on l'adresse pour greffe de cornée. Non, il faut toujours prendre l'acuité visuelle parce que parfois on a de très très bonnes surprises et dans ce cas, les implants FAC peuvent nous faire éviter une greffe de cornée et marchent très bien avec un bon résultat visuel. Donc, que faire aujourd'hui devant un kératocone avancé, donc 60 dioptries, avec une cornée encore claire et une intolérance aux lentilles rigides. Donc quand vous êtes devant un stade 3 avancé, on n'est pas au stade 4, une cornée encore claire et une intolérance aux lentilles. Donc il faut savoir qu'il y a une alternative avant la greffe, donc on l'a déjà dit, c'est les anneaux associé à une PKR plus cross-linking dont l'effet synergique est très très important et parfois il donne des résultats assez spectaculaires. Donc le rôle des anneaux dans ces cas assez avancés, c'est de faire la moitié du chemin. Il va aplatir la cornée, donc réduire l'équivalence sphérique. Il va recentrer l'ectasie, donc transformer les aberrations de type coma, comme on l'a dit, en aberrations sphériques, beaucoup plus facile à traiter avec la PKR, et aussi réduire la zone optique effective, puisque dans ces cas évolués, on va utiliser des anneaux de 5 mm. Donc on aura une zone optique effective de 4,5 mm, permettant une photoablation sur une petite zone optique, donc une économie tissulaire assez importante. Donc les anneaux dans ces cas évolués vont préparer le terrain pour la PKR.
Donc, protocole opératoire, anneau intracornéen. Ensuite, on va patienter 3 mois pour atteindre la stabilité réfractive. Ensuite, on va faire une trans-PKR topo-guidée associée à un cross-linking. Donc ça, c'est le cas d'une patiente traitée avec des anneaux de 6 mm, avec persistance de l'ectasie centrale. Donc, heureusement que cette patiente a une pachymétrie de 480 microns. Donc, dans ce cas, on peut associer une PKR topo-guidée pour améliorer le résultat réfractif et visuel. Oui. Je parle toujours des cas où il y a une intolérance aux lentilles rigides. Moi, déjà, j'ai commencé mon topo par la première indication, c'est la lentille rigide. Donc, c'est clair. Donc, c'est un exemple d'un kératocone avancé, stade 3 sévère, intolérant aux lentilles, donc qui nous a été adressé pour greffe de cornée de l'œil droit. Donc là, vous avez un kératocone avec une Kmax de 65 dioptries et à notre bonne surprise, on a une pachymétrie de 460. Donc chaque fois que vous avez un kératocone avancé, il faut toujours demander un pentacam pour évaluer la pachymétrie. Donc, si vous avez une bonne pachymétrie, vous pouvez faire éviter la greffe à ce patient. Donc, on a la chance d'avoir une bonne pachymétrie, donc on peut y aller anneau PKR crosslinking. Donc, on fait les anneaux. Vous voyez que les anneaux vont traiter la périphérie, persistance d'un bombement central assez important. Donc, on est à -6, 3 dioptries 50 d'astigmatisme avec une mauvaise acuité visuelle. On est seulement à 1,5 dixième. Donc, les anneaux ont donné un bon résultat réfractif, mais pas visuel. Donc, on a une aberration sphérique très importante dans ce cas qui empêche une bonne vision. On traite avec une PKR topo-guidée pour traiter les aberrations. Et là, on se retrouve avec un 6 dixième et un très très bon résultat réfractif et visuel post-opératoire. Donc, la clé dans ce cas, c'est la pachymétrie. Donc, chaque fois que vous avez une bonne pachymétrie, vous pouvez tout faire. Des anneaux, PKR, cross, et ça marche. Donc, un petit arbre décisionnel pour résumer ce qu'on vient de dire. Kératocone débutant avec une petite amétropie, Kmax inférieur à 50 dioptries, c'est crosslinking plus PKR, bien sûr quand on a une bonne pachymétrie aussi. Donc chaque fois que vous avez un kératocone débutant, une bonne pachymétrie associée à une petite amétropie, PKR crosslinking dans le même temps opératoire. Si vous avez un kératocone débutant avec un kératocone décentré, donc une dégénérescence marginale pellucide, il vaut mieux associer un anneau de 6 mm dans ce cas. Donc l'anneau va permettre de recentrer l'ectasie pour préparer le terrain à la PKR. Si vous avez un kératocone central, vous pouvez y aller d'emblée. Kératocone moyen entre 50 dioptries et 55 dioptries, c'est les anneaux plus crosslinking. On peut associer une PKR topo-guidée chaque fois que le résultat visuel n'est pas bon pour traiter justement les aberrations post-anneau intracornéen et pour améliorer la vision. Dans le kératocone avancé, donc c'est ce qu'on a vu à la fin, donc kératométrie supérieure à 55, c'est les anneaux. Ensuite, crosslinking PKR si la pachymétrie est supérieure à 450 et on peut associer les implants FAC chaque fois que l'acuité visuelle corrigée est supérieure à 4 dixièmes et l'équivalent sphérique est supérieur à 7 dioptries. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas de questions. C'était clair. Voilà. Merci.
Et à la prochaine, Inch'Allah.